C'est la première fois que nous avons le plaisir d'accueillir la conférence de presse du Salon de l'Auto. 85e édition. Monsieur Turrettini, vous êtes le président. Bravo en tout cas pour cette longue performance. C'est vrai que c'est un événement qui est toujours salué avec attention ici à Genève. Et donc au nom du Club Suisse de la Presse, je tiens à vous souhaiter encore une fois une cordiale bienvenue. Vous souhaitez un plein succès pour la prochaine manifestation, puisque 85 ans, c'est une date, hein, c'est pas un anniversaire aussi important que les 75 ans ou les 100 ans, mais enfin, c'est quand même une date importante. Donc on espère que tout se passera bien. Avant de vous donner la parole, je vais vous demander de signer notre petit livre d'or. C'est notre tradition. Juste une petite signature. Et puis j'ai le plaisir aussi de remettre à chacun d'entre vous un petit souvenir. C'est un petit couteau suisse, production locale. Voilà. Absolument. Et puis je vous passe la parole et comme d'habitude, après, on passera aux questions. Merci Monsieur Bettan. À mon tour de vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue ici. Nous sommes très fiers d'être accueillis au Club de la Presse, si connu. Et je pense que l'occasion d'être ici devant vous nous permettra encore un peu d'agrandir le cercle des journalistes qui s'intéressent au Salon de l'Auto et donne encore un caractère encore plus universel à notre événement. Mais permettez-moi de vous présenter tout d'abord les personnes à mes côtés qui vous donneront toute une série d'informations au sujet du Salon. Tout d'abord, M. François Lenat, vice-président du Salon de Genève, mais est également président d'Auto Suisse, l'association des importateurs, nos principaux exposants. André Efti, à ma droite, directeur du Salon de Genève, que nous n'avons plus besoin de vous présenter puisqu'il apparaît sur toutes les chaînes de télévision ou dans les journaux, que ce soit en allemand, en suisse allemand, en anglais ou en français ces derniers jours. Et puis, Madame Sylvia Blattner, à l'extrême droite, responsable de la communication, plus discrète mais tout aussi efficace. Elle vous donnera les derniers détails des aspects pratiques pour les visites du Salon. Cette 85e édition du Salon va s'ouvrir dans un contexte où l'industrie automobile reprend du poil de la bête, surtout aux États-Unis, où l'on parle d'une renaissance durable des constructeurs américains. Ce pays revient de loin, puisqu'en 2009, 2 de ses 3 principaux constructeurs étaient en situation de quasi-faillite. En Europe, cette reprise se fait sentir de manière moins uniforme, mais elle est notable dans certains pays, et plus particulièrement pour certaines marques. En Suisse, vous le savez, le problème est différent. Nous n'avons pas de constructeurs, et l'année 2014 a été relativement bonne, puisqu'un peu plus de 300 000 véhicules neufs ont été immatriculés en 2014. Mais en début d'année, la BNS a décidé d'abandonner le taux plancher entre le franc suisse et l'euro, et beaucoup d'importateurs et leurs clients ont été très inquiets de cette situation totalement inattendue qui a pris de court tout le monde. Mais, à l'instar d'autres industries en Suisse, les importateurs ont très vite réagi et font depuis mi-janvier des offres de rabais substantielles. Il faut saluer la réaction rapide de ces importateurs qui ont décidé d'adapter leurs prix à la baisse afin d'encourager les consommateurs helvétiques à rester en Suisse pour l'achat de nouveaux véhicules et à s'adresser aux importateurs officiels. Grâce à cette initiative indispensable, à un service toujours personnalisé et à un excellent suivi de leurs clients, les importateurs obtiendront des résultats satisfaisants et continueront à présenter à Genève avec les marques leurs nouveautés. D'ailleurs, les exposants sont toujours aussi nombreux à venir à Palexpo, puisque plus de 200 sont inscrits cette année. De plus, nous avons la chance d'avoir énormément de premières mondiales et européennes. Elles sont au nombre de 131. Mais nous avons aussi de nouveaux exposants, souvent méconnus, et qui souhaitent se faire connaître et exposer à tout prix, sachant que tout exposant a sa chance, quelle que soit sa nationalité, la neutralité du Salon de Genève étant l'une de ses caractéristiques tant appréciées. Seul salon annuel avec le Salon de Detroit, de la catégorie A,
Genève attire le plus grand nombre de nouvelles marques internationales et notamment chinoises. Curieusement, celles-ci veulent être présentes, et ce même si les modèles exposés ne sont pas encore vendables en Suisse ou en Europe. Ceci est bien le signe que Genève est devenue au fil des ans plus un salon vitrine qu'un salon vente. C'est de bon augure pour l'avenir, puisque les salons vitrines devraient être moins pénalisés par une conjoncture défavorable que les salons vente. L'abandon du taux plancher et le renchérissement du franc suisse pour les exposants qui comptent en monnaie européenne ou en dollars ne devraient pas pénaliser ces derniers, puisqu'ils ont tous dû s'acquitter du loyer des surfaces à l'avance. Enfin, il faut aussi noter à titre de comparaison que le prix du mètre carré à Genève est encore entre 45 et 50% meilleur marché qu'à Francfort ou à Paris, et ce même après la chute de l'euro. Aussi, malgré ces nouvelles préoccupantes pour l'économie helvétique, le salon reste serein par rapport à l'édition 2015. Enfin, je vous recommande l'exposition organisée par TAG Heulière dans la Halle 3, qui constitue l'un des points forts de cette année. Après la magnifique rétrospective des 24 heures du Mans l'année dernière, c'est au tour de l'horloger de la Chaux-de-Fonds de venir présenter une exposition qui retrace les 30 ans de partenariat avec McLaren et ses nombreux liens avec le sport automobile. Vous pourrez admirer plusieurs véhicules mythiques, de la Formule 1, du rallye, de l'endurance et même de la Formula E. Nous espérons donc que vous serez très nombreux à venir admirer la 85e édition du Salon international de l'automobile de Genève. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est Monsieur Efti qui prend la suivre. Voilà. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais vous donner quelques informations plus pratiques sur le Salon de Genève. D'abord, peut-être vous avez remarqué, on a un logo, on a un brand, comme on dit en bon français. Et c'est la première fois parce qu'on avait un petit logo, mais qui était à l'époque fait pour le 100e anniversaire du Salon international de l'automobile. Alors on pensait qu'un salon international, comme est le Salon de Genève, vous savez qu'on fait partie, comme le président l'a déjà annoncé, de Big Five, c'est-à-dire Détroit, Paris, Francfort, Tokyo et Genève. Il nous fallait avoir une reconnaissance facilement lisible et facilement déclinable. Et ça, c'est le nouveau logo qu'on va voir partout dans les années à venir, qui sera inauguré d'ailleurs pour ce salon cette année. La nouvelle affiche, vous l'avez peut-être vue, elle a un peu plus de couleurs que celle-ci de l'année passée. Et l'année passée, c'était pour la première fois qu'on avait travaillé avec une école. On avait travaillé avec la HED, qui nous a fait l'affiche 2014. Après le succès qu'on a eu avec l'école, on a continué. On s'est apprécié plutôt vers la Suisse allemande. Et puis on a travaillé avec la Zürcher Hochschule der Künste, qui nous a fait cette très très jolie affiche, très colorée, beaucoup de couleurs, qui fait, je pense que le retour qu'on a eu est assez positif là-dessus. Quelques chiffres. Au niveau des surfaces d'exposition, on a, après 2013, où on a augmenté légèrement nos surfaces, en élargissement, la Halle 6, on est autour des 110 000 m² de surface brute, et on a une surface demandée pour 2015 de 81 000 m². La surface attribuée est 80 000 m², c'est-à-dire qu'on a de halles 1 à 6, c'est-à-dire les halles principales, les halles voitures, il n'y a pas 1 m² de libre. Toutes les surfaces ont été louées. On a, comme le président l'a déjà annoncé, on a 220 000 exposants qui viennent environ de 30 pays. Et 220 exposants, oui. J'ai parlé du futur, hein. Environ 30 pays représentant plus que 700 marques. Nous attendons toujours, on tourne toujours autour des 700 000 visiteurs. On en avait un peu moins en 2014, parce que vous vous rappelez bien, 2014, l'été, c'était pas au mois de juillet, c'était au mois de mars. On a vraiment eu 10 jours, 11 jours du soleil, et encore une fois du soleil. On a au niveau des médias qui viennent toujours en grand nombre à Genève. On tourne aussi toujours autour des 10 000 représentants des médias. Au niveau, peut-être quelques petits chiffres au niveau des visiteurs qui viennent au Salon de Genève.
on voit, puis ça nous montre quand même qu'on est un salon très international. On a au niveau des Suisses, on tourne autour des 50%, et puis on a 48% qui sont des étrangers. Ça montre quand même qu'on est un salon international. Les résidences des visiteurs du salon de l'automobile. Et là, bien sûr, la France est notre client, notre premier client. Et le deuxième client est l'Italie, et ça nous fait plaisir. Et puis on voit que chaque année, ça monte un peu les visiteurs d'Italie qui ont malheureusement plus de salons en Italie. Il n'y a plus de grands salons comme il y avait à l'époque, soit Turin, soit Bologna. Ils viennent en grand nombre à Genève. Et ça, bien sûr, ça nous fait plaisir. Après, il y a l'Allemagne qui est en 3e position. Au niveau des résidents de la Suisse, on a bien sûr la Suisse romande qui est numéro 1, et la Suisse alémanique, on est un peu en retrait. Les Suisses allemands nous boudent un peu, si on veut, mais je pense qu'on a fait le nécessaire, on a un peu élargi notre publicité, on a changé un peu notre façon de publicité, et je pense que les Suisses allemands, ils viendront de nouveau à plus grand nombre à Genève. Les nouvelles attributions, le président vous a déjà parlé qu'on a quelques nouveaux exposants. Au niveau des grands exposants, il n'y a pas grand changement. Le groupe VW, le groupe Fiat, ils ont leur place, leur emplacement. Ils nous demandent chaque année, des fois, un peu plus de surface qu'on a beaucoup de mal à leur donner. Par contre, on a des petits nouveaux venus. On a Piaro, on a Segula, qui est très sur la voiture écologique, la voiture connectée. On a DFSK. DFSK, c'est le groupe Dongfeng. Et le groupe Dongfeng, il y a différentes sections. Et là, c'est la section Dokar qui sera présente à Genève. Et puis, il y a une marque, vous avez peut-être déjà entendu dans le passé, il y a des années en arrière, Borgward. Il y a une renaissance de Borgward qui va présenter comment le futur Borgward, ça sera dans les années à venir. Mais c'est la première fois à Genève. En plus, il y a Besserfahrer, le Conseil suisse de la sécurité routière, qui sont aussi là. Je pense que c'est très important parce que nous, aussi, Salon de Genève, on y tient beaucoup à la sécurité. Et puis, on en parle toujours beaucoup de la sécurité. Puis, ça nous fait plaisir que Besserfahrer sont venus aussi ici. Après, on a des préparateurs. On a Glickenhaus. Glickenhaus, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose. James Glickenhaus est un grand collectionneur américain qui a fait sa carrière dans le film, mais maintenant il a des très belles collections. Et puis ils ont fait une voiture qui coûte la somme de 2,6 millions de francs. Je pense qu'elle ne sera pas pour tout le monde. Mais c'est une voiture qui est assez intéressante. Voilà. Au niveau des premières importantes, on les a pas tous mis là-dessus parce qu'on en a tellement, on a mis les plus importantes. On a la BM, la série 2, qui va encore être un peu plus grand. Il y aura 7 sièges dedans. Il y a la Citroën DS5. Vous savez, Citroën a reparti ses marques. Il y a Citroën, puis il y a DS. Et la DS5, qui sera le premier vrai véhicule de la marque DS, qui est un restyling de la voiture déjà existante. Hyundai Tucson, Opel Karl, une petite voiture très très sympa. Et Renault Kadjar, qui vient aussi avec un petit 4x4, qui est sur la base de Qashqai. On a la Skoda Superbe, qui sera en première mondiale, et qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, va être présentée aujourd'hui aux journalistes. Hein. Après, on a Subaru Levorq. Levorq, c'est un station wagon, Levorq, mais qui ne remplace pas une voiture, c'est un peu en dessous de la Legacy. Et bien sûr, il y a le renouveau de la Touran, qui est aussi une grande première mondiale. Au niveau des premières extraordinaires, on a parlé de la Borgward. Il y a bien sûr Ferrari. Ferrari vient avec la 488 GTB, qui remplace la 458, qui était produite quand même par quelques années. 3,9 litres, V8 turbo, 670 chevaux. Maintenant, tout le monde, même les grandes voitures, passent tous au turbo. Chez les sports compacts, on a Audi RS3, le Sportback. Et ce qu'on a aussi appris ces jours, c'est la R8, nouvelle génération de la R8, qui sera présentée également
au salon. Chez Ford, c'est la Ford Focus RS 4x4 avec 320 chevaux, qui sera aussi en première mondiale, ainsi que la Honda Civic Type R, aussi la petite voiture sportive qui est présentée aussi pour la première fois. On a une voiture qui est la Toyota Mirai, peut-être vous en avez entendu parler, c'est une Toyota à véhicule à pile à combustible qui a été présentée pour la première fois à Los Angeles. Et c'est une voiture à pile à combustible, mais très sportive, avec un look qui est vraiment très, très joli. Au niveau des concept cars, on a notre fabricant suisse qui est Rinspeed, qui vous présente la Boudi. La Boudi, c'est un véhicule électrique, et c'est un véhicule soit sans pilote ou avec pilote. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas conduire, vous voulez lire le journal, vous pouvez lire le journal. Si vous êtes dans une route de montagne, vous avez la possibilité de reprendre le volant et puis de conduire vous-même. C'est un concept, c'est encore pas prêt pour la route pour demain. Après, on a Infiniti avec la QX30, aussi un très joli concept, plus Mitsubishi, Suzuki, et bien sûr nos amis italiens de Italdesign et Giugiaro présenteront aussi quelques très très jolies voitures. Pour résumer, en nombre, on a au niveau première voiture particulière, on a 90 premières mondiales et 41 premières européennes qui fait environ 130 premières. Après, n'oublions pas les accessoires dans l'AL7, les accessoires, pièces détachées plus les OEM. On a 11 premières mondiales, les 5 premières européennes. On a aussi 16 premières de ce qui est accessoires. Voilà, vous rappelez aussi qu'à l'époque, il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, on avait le pavillon vert. On avait le pavillon vert qui était à l'extérieur du salon et c'était fait pour présenter les véhicules énergie alternative. Et à l'époque, les grands constructeurs, ils ne voulaient pas voir ces véhicules sur leur stand parce qu'ils n'étaient encore pas prêts pour les vendre. Et on a abandonné déjà l'année passée le pavillon vert parce qu'aujourd'hui, tous les grands constructeurs ont des voitures écologiques, des voitures à faible taux CO2 sur leur stand. Alors, on a fait un fascicule parce qu'on a quand même beaucoup de demandes des clients qui nous disent « Oui, mais où je trouve un véhicule qui fait en dessous de 95 grammes de CO2 ?» Alors, avec Énergie Suisse, on a fabriqué un petit dépliant où le client qui est intéressé à ce genre de véhicule trouvera très facilement sur quel stand il y a ce genre de voiture. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. On avait eu un grand succès l'année passée. Et on continue cette année. Vous savez aussi que le Car of the Year, c'est la 4e édition, la voiture de l'année, qu'on ne présente pas aux journées presse, mais on présente le lundi à 15h pour les journaux accrédités devant le centre congrès. On a un peu adapté après quelques années on a adapté la scénographie qui est un peu différente, qui est un peu plus moderne. Et on est bien sûr... On ne sait pas encore qui sera la voiture de l'année. Par contre, on connaît les 7 finalistes, qui sont la BMW Série 2, Citroën C4 Cactus, Ford Mondeo, Mercedes, etc. Voilà. Il y a participation, il y a 31 modèles, dont 22 marques qui ont participé à cette voiture de l'année. Vous savez, pour qu'on puisse être voiture de l'année, il faut qu'elle soit au moins fabriquée en 5000 exemplaires vendus annuellement. Voilà, le président en a parlé de cette fameuse Halle 3 qu'on a inaugurée l'année passée avec cette super exposition des 24 heures du Mans. On avait 22 voitures, pratiquement presque 20 voitures gagnantes qui ont gagné les 24 heures du Mans. Et bien sûr, on voulait continuer un peu avec une exposition spéciale. Et on a eu la chance avec Tag Heuer qui nous a dit, oui, on a une jolie exposition, retrace un peu les 150 ans de compétition automobile et ils nous présentent vraiment de très très jolis véhicules. Ils ont sur une surface d'environ 1000 mètres carrés, ils fêtent aussi les 30 ans de partenariat avec McLaren. Et je pense qu'il y a dans la Formule 1, il n'y a aucun partenariat comme ça qui dure depuis 30 ans. Et ils ont plusieurs showcars qu'ils vont nous présenter. Ils ont bien sûr des voitures anciennes, des voitures mythiques où, par exemple, Ayrton Senna qui a gagné.
On en a parlé, il y a l'année passée, il y a Ogier qui a gagné avec la VV, qui est aussi sponsoré par TAG Heuer. On a les fameuses Formule E. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, les grands prix Formule électrique, dont il y en a déjà eu 4 courses en Pékin, Malaisie, Uruguay et à Buenos Aires. Et la prochaine course est pendant le salon, qui aura lieu à Miami le 14 mars. C'est-à-dire on a toute une panoplie de voitures, en plus une voiture, je pense, un peu exceptionnelle. Vous savez, les 24 heures du Mans auront lieu cette année avec un nouveau, dans la LMP1, c'est-à-dire la catégorie Rennes. Il y a une nouvelle voiture, il y a Nissan qui participe avec la Nismo LMP1. Et qu'est-ce qui est spécial à cette voiture? Elle a un look déjà spécial et c'est une traction. On n'a jamais vu une traction dans les 24 heures du Mans dans cette catégorie. Alors c'est une voiture qui est très spéciale. Puis on se réjouit de voir cette exposition TAG Heuer avec plein de voitures. Il y a des simulateurs, il y a plein de zones. Mais je pense qu'il faudra venir voir ça. Voilà. Pour vous montrer un peu, on a un petit spot qu'on va vous montrer. Ça représente donc un peu TAG Heuer, où ils sont présents, dans quelle catégorie du sport automobile qui sont présents. El tiempo se cuenta por fracciones de segundo. España. Del mundo con unas historias encantadoras. Banjo. Race driving, I mean, it's very dangerous, you know? C'est un peu où ils sont présents aujourd'hui, mais dans le passé. Il y a la Panamericana, il y a la Goodwood, les anciens, vous verrez, tout ça, c'est en principe présent sur leur stand. Pour la 12e fois, nous organisons aussi le Creativity Award, c'est-à-dire, c'est pas nous, c'est le club de la publicité et de la communication de Genève qui organise ça et qui, sur certains critères, innovation, technologie, compréhension, on regarde comment les gens sont reçus sur le stand et c'est toujours très intéressant. Puis il y a toujours un vainqueur et puis un deuxième et troisième place.
Et on est bien sûr, ça nous intéresse toujours qui c'est qui fait un effort supplémentaire cette année au salon. Au niveau de la restauration du salon, on a la restauration à un nouveau restaurant qui a été fait, qui s'appelle le Poivrier, qui existait, mais était refait complètement, plus qu'on a un nouveau restaurant qui est dans l'Halle 3, à début de l'Halle 3, qui est là. Voilà, sinon, au niveau de la restauration, tout est même. C'est le Palexpo, vous savez bien, qui gère la restauration depuis 2013. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fti. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur Lona, président de... pardon. Ouais, pardon. D'accord. Ladies first. Madame Blattner. Je suis désolée, j'aimerais bien vous donner... Pardon. Voilà, là vous m'entendez, je crois. J'aimerais vous donner quelques informations sur l'organisation du salon. Il reçoit notamment les visiteurs durant la semaine, comme d'habitude, de 10h à 20h et le week-end de 9h à 19h. Les médias ont accès 1 heure avant les ouvertures officielles. Donc, si vous, mesdames et messieurs, les représentants des médias, vous souhaitez venir au salon après les journées de presse, vous le pouvez bien entendu profiter de cette heure qui est un peu plus calme avant l'arrivée des visiteurs. Les prix n'ont pas changé depuis 5 ans, à savoir le billet d'entrée est à 16 francs pour les adultes et à 9 francs pour les enfants de 6 à 16 ans et les détenteurs d'une carte AVS. Un rabais de 50% est accordé sur les billets vendus sur place dès 16 heures. Cela nous permet d'une part d'égaliser le flux des visiteurs et de l'autre de proposer à la population régionale la visite à moindre coût. Ceux qui préfèrent organiser leur billet à l'avance ont la possibilité de l'acheter en ligne, soit sur notre site officiel, soit à la FNAC, en ligne ou dans le magasin, soit via les CFF qui le vendent également dans le cadre de leur offre combinée train et entrée à prix réduit. Justement, parlons-en. Ceux qui veulent combiner un prix avantageux avec le confort d'une organisation pensée à l'avance sont bien conseillés de s'adresser au CFF. Leur offre combinée permet le voyage et l'entrée au salon à des prix réduits. En plus, des trains supplémentaires circulent sur le réseau ferroviaire suisse du 5 au 15 mars pour amener le visiteur vraiment sans stress au salon et retour à la maison. Une offre identique est proposée par les transports publics genevois. L'Office de tourisme genevois offre cette année un forfait nuitée, entrée au salon et transport public à partir de 77 francs par personne et par nuit. Dans l'offre est également compris une participation à un concours qui permet de gagner une sortie au volant d'une voiture de luxe, à savoir une Tesla Model S. Donc il s'agit d'une voiture sport 100% électrique. Les visiteurs trouveront toutes les informations sur le salon dans le guide officiel qui sera, comme de coutume, encarté la semaine de l'ouverture du salon de l'automobile dans l'Illustré, la Schweizer Illustriert et le journal tessinois Il Café. Il serait disponible sur place à partir du 3 mars, donc dès les journées de presse dans les 4 langues français, anglais, allemand et italien. Et des applications iPad et iPhone seront également mises en ligne pour l'ouverture du salon. Faites dès maintenant déjà un tour sur le site officiel de la manifestation. Vous trouverez d'ores et déjà une foule d'informations pratiques sur l'organisation du salon, mais également sur les exposants, les modèles, produits et services qui seront présentés aux visiteurs. Depuis la semaine dernière, vous pouvez d'ailleurs sur ce site suivre le montage en live et à partir de la semaine prochaine, vous pouvez participer au concours pour gagner une Peugeot. Si vous préférez un peu plus d'interactivité, si vous voulez partager, commenter et liker, nous vous conseillons également nos sites selon vos préférences, page Facebook. Actuellement, nous comptons plus de quelques 17 000 fans sur la page française ou Twitter. Les applications iPhone, Android et iPad seront évidemment également disponibles.
Comme de coutume, nous produirons notre propre téléjournal, une émission quotidienne de 6 minutes qui couvre les premières, les technologies, les people et la vie au salon. Elle sera disponible sur Internet tous les jours dès 10 heures. Si vous êtes intéressé par certains reportages ou la totalité du journal, n'hésitez pas à la télécharger. Vous trouverez toutes les informations sur notre site dans la section presse. Et puis nous allons également filmer les premières, réaliser des interviews et tourner des images thématiques spécifiquement pour la télévision. Ce matériel non monté est proactivement envoyé sous forme de vidéo news release à plus de 300 chaînes de télévision entre lundi et jeudi de la première semaine du Salon de l'Automobile, enfin pendant les journées de presse en fait. Vous pouvez également retirer ce matériel directement sur place durant les journées de presse. Un desk est installé dans la salle de presse. Vous pouvez aussi télécharger ce matériel de la plateforme de l'Eurovision. Et pour finir, vite une vision d'ensemble des informations qui vous concernent directement. Donc nous ouvrons l'accréditation sur place lundi 2 mars à partir de 2 heures. Ne manquez pas l'élection de la voiture de l'année. Monsieur Hefti l'a dit, elle aura lieu à 15 heures. La cérémonie durera environ 30 minutes. Ensuite, mardi 3 et mercredi 4 mars, les portes s'ouvriront à vous à partir de 7h30 jusqu'à 18h. Au centre de congrès de Palexpo, vous trouverez comme d'habitude le centre de presse, c'est-à-dire des places de travail avec connexion Internet. Et si vous êtes sur place, pensez donc à retirer justement le fameux matériel des VNR. En ce qui concerne la documentation de presse, vous recevez bien entendu un dossier de presse sur place. Sachez aussi que vous pouvez le télécharger directement depuis notre site Internet. Voilà, moi j'ai terminé pour ma part. Merci de votre attention. Merci Madame Blattner. Ben voilà, maintenant on va passer la parole à Monsieur Lona pour la dernière intervention. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites sur le salon. En tant que président d'AutoSuisse, je vais surtout vous parler de l'automobile. J'ai scindé ma présentation en 2 parties. Une partie chiffres, dont vous trouvez beaucoup plus d'informations sur le petit Vademecum qui a été distribué avec le dossier presse, qui est mis à jour pour 2014, et une partie politique qui est d'actualité en Suisse actuellement, d'autant plus que ce sont des dossiers qui sont sous la responsabilité de Madame Leuthard, qui, comme vous le savez, sera la représentante du Conseil fédéral lors de la journée officielle. En commençant par les chiffres, le parc automobile en Suisse, 5,8 millions de véhicules motorisés, dont 4,3 millions de voitures, un peu plus que les vélos. Pour information, 4 millions de vélos se roulent aussi sur les routes suisses. Ce sont 220 000 emplois dans 21 000 entreprises, donc c'est une branche très importante de l'économie qui fait un chiffre d'affaires de plus de 90 milliards. Je vous laisse calculer la TVA que ça rapporte au gouvernement et qui représente 15% du PIB. À titre de comparaison, sauf erreur de ma part, les banques représentent un peu moins de 10% du PIB en Suisse. Donc c'est une branche économique très très importante. L'année passée, Maître Turrettini l'a dit, nous avons à nouveau dépassé le seuil des 300 000 immatriculations pour la 4e fois consécutivement, avec 301 942 voitures. C'est un bon résultat, même s'il est vrai qu'il a été boosté par les immatriculations de décembre, notamment dû aux effets négatifs de la loi sur le CO2. C'est 1,9% en baisse par rapport à l'année précédente. 28 600 véhicules utilitaires légers, presque le même niveau qu'en 2013. 4 140 véhicules utilitaires lourds, c'est 23% de plus que l'année précédente. Il s'agit certainement de gros contrats ou peut-être de contrats de l'armée. Tout est possible dans ce domaine. Et le taux de motorisation en Suisse, 534 véhicules pour 1000 habitants. Donc la Suisse est un pays qui est, par rapport au reste de l'Europe, relativement bien motorisé. La part de marché, comment se divisent ces 300 000 immatriculations? 116 000 voitures ont été des 4x4. C'est un segment qui est toujours en augmentation, qui est aussi la plus grosse part de 4x4 sur le marché européen, c'est la Suisse. 38,5% des nouvelles voitures sont des 4x4. C'est dû notamment à la configuration géographique, au pouvoir d'achat. Ce sont les 2 facteurs les plus importants. 111 000 véhicules étaient des diesels, une baisse de 2,0% qui représente au mouvement du marché. Vous savez que le diesel, c'est un segment qui a été en augmentation depuis une bonne dizaine d'années. 37%, c'est peu
par rapport à la moyenne européenne, la France, par hasard, est à 70% de part de marché diesel. 9 800 voitures, c'est des voitures à énergie alternative. C'est une augmentation de plus 5,7% par rapport à 2013. Ça ne représente que 3% des immatriculations totales. Ce n'est pas un type de véhicule qui se vend facilement, ça demande beaucoup d'efforts et il y a encore du travail à faire si on veut vendre en Suisse uniquement des voitures à énergie alternative. On n'y est encore pas. Les chiffres l'année passée ont été aussi boostés par l'arrivée de certains modèles électriques qui ont bien fonctionné, notamment Tesla, pour ne pas la citer, qui a fait presque 500 véhicules sur le marché suisse. Donc un bon résultat, sauf erreur de ma part, 496 voitures, et c'est Tesla et BMW notamment qui ont boosté les ventes des voitures électriques sur notre marché. Les prévisions pour 2015, elles ont été faites avant le problème de l'euro, il faut le reconnaître, mais nous n'avons pas changé nos prévisions. 300 000 voitures, ça sera difficile. Je pense personnellement que si nous en faisons 290 000, ce sera un bon résultat, mais ça reste quand même notre objectif. Donc une légère baisse par rapport à cette année, plutôt due aux effets de la loi sur CO2 qu'à l'effet de l'euro, très franchement parlé. 30 000 véhicules utilitaires légers, un peu comme cette année, et 4 400 véhicules utilitaires lourds, un peu comme cette année. Un marché stable, un bon marché pour le domaine de l'automobile en Suisse. Voilà pour la partie chiffres. Vous trouvez plus d'informations dans le Vademecum. Je vais vous parler maintenant un peu de politique, une fois n'est pas coutume. Mais vous savez que l'automobile est sujette à beaucoup de nouveautés en ce qui concerne la loi, l'environnement, la politique école, la politique des transports en Suisse. Et je vais parler principalement de 3 sujets qui nous concernent, dans lesquels nous sommes impliqués. C'est l'initiative Vache à lait, c'est le FORTA, donc le Fonds d'infrastructure routière. Vous savez qu'on a voté l'année passée pour le Fonds d'infrastructure ferroviaire. Maintenant, c'est à notre tour, les automobilistes, d'avoir un fonds. Et le CO2, qui est un sujet qui va nous poser des grosses difficultés dans les années à venir. L'initiative Vache à lait, c'est une initiative toute simple qui a 2 objectifs principaux, sans rentrer dans les détails. D'une part, faire en sorte que l'argent que les automobilistes payent aille à la route et pas ailleurs. Vous savez que ce n'est pas le cas pour une grande partie. En Suisse, l'automobile rapporte à peu près 9 à 10 milliards de taxes au gouvernement. Sur cette part, un peu plus que 3 milliards vont dans l'infrastructure routière. Le reste va dans les caisses de la Confédération. Nous trouvons que c'est un peu peu. Nous aimerions que l'argent de la route aille à la route. C'est la première revendication de cette initiative Vache à lait. La deuxième revendication, c'est que les automobilistes, les citoyens, aient un droit de regard sur les augmentations des taxes, c'est-à-dire que chaque nouvelle taxe soit soumise au référendum. C'est une loi simple, ça me semble logique, mais c'est vrai que demander qu'une partie de l'argent de la Confédération revienne au fonds routier dans cette période financière difficile, c'est un challenge. Pour être concret, nous parlons d'une partie de la taxe sur le pétrole, actuellement 1,5 milliard passe directement dans les caisses de la Confédération. Nous aimerions que ce 1,5 milliard revienne dans le fonds routier. Ça permettrait de financer tous les besoins des infrastructures routières sans avoir besoin de ponctionner encore plus l'automobiliste qui passe à la caisse régulièrement. À part ça, l'initiative ne touche en rien du tout en ce qui concerne le financement, par exemple, des transports publics. Une partie du fonds, de l'argent de la NLFA va déjà dans les transports en commun. Nous soutenons cette idée, nous ne voulons rien changer là-dedans. Donc nous aimerions que l'argent revienne dans les caisses des infrastructures routières. Ce sujet est actuellement en discussion aux chambres. Vous savez que le Conseil fédéral a décidé de proposer de le refuser sans contre-projet. Il risque de passer en votation très probablement au printemps prochain. Nous aurions aimé qu'il soit traité en même temps que le FORTA. Malheureusement, le Conseil fédéral en a décidé autrement.
C'est pour ça que ce que nous allons faire, nous allons examiner sérieusement ce que nous propose le fonds routier et si une amélioration importante va dans le sens de ce que nous voulons avec l'initiative Vache à lait, nous sommes prêts à réexaminer sérieusement cette proposition. Si ce n'est pas le cas, nous allons porter notre initiative en votation populaire avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Comme je l'ai dit, votation probablement printemps 2016, qui va être une année difficile pour les automobilistes. Nous risquons de voter la même année le tunnel du Gothard, l'initiative Vache à lait et le fonds routier. Ça sera un sacré challenge à relever, mais nous sommes prêts à le faire. Quelques mots sur le deuxième de ces sujets politiques qui nous préoccupent, c'est le financement durable des routes. Vous savez qu'on a voté le fonds d'infrastructure ferroviaire l'année passée avec une bonne quantité d'argent alloué au rail. Nous avons besoin d'un fonds similaire pour la route qui soit ancré dans la Constitution. J'ai présenté quelques diagrammes que vous connaissez ou que vous vivez peut-être journellement. Celui-ci, il est le plus simple, c'est l'évolution des bouchons sur les routes nationales. Si vous voyez la zone bleue, c'est celle qui est créée par les accidents, elle est stable. Donc les accidents, malgré l'augmentation du trafic, ne créent pas plus de bouchons qu'il y a 15 ans en arrière. La zone jaune, qui est les chantiers, c'est la même chose. Ce n'est pas l'augmentation des chantiers qui crée des bouchons supplémentaires sur les autoroutes suisses, contrairement à ce qu'on le dit assez régulièrement. La petite ligne jaune tout en haut, c'est les autres facteurs, c'est aussi stable. Par contre, ce qui crée des bouchons supplémentaires, c'est la surcharge de trafic, c'est toute la partie violette qui est dessous. On le voit bien, il y a de plus en plus de voitures sur nos routes, et c'est ça qui crée les problèmes des bouchons. Autrement dit, les routes ne sont pas dimensionnées aux besoins du trafic d'aujourd'hui. Et cela a des conséquences importantes pour l'économie. 20 600 heures de bouchons par année. En 2000, nous avions estimé que les coûts des bouchons étaient de 350 millions de francs suisses pour l'économie. En 2005, de 585 millions. Et en 2013, de 1,2 milliard. C'est des coûts qui ont été évalués par l'Astra et pas par le milieu automobile. Donc, c'est des coûts qui sont réalistes. Les bouchons coûtent 2 milliards à l'économie suisse. Ce n'est pas tenable et ça ne va pas s'améliorer si on n'améliore pas l'infrastructure routière. À part cela, aux endroits où il y a les bouchons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des accidents. Alors, si vous prenez la carte des accidents qui est actuellement présentée, vous voyez les gros points, les grands points, ce sont là où il y a les accidents. C'est naturellement au même endroit qu'il y a les bouchons. Un troisième facteur important dans l'infrastructure routière, c'est la maintenance et la rénovation des routes et des autoroutes. Vous savez que les autoroutes ont un certain nombre d'années. L'autoroute du Léman a 50 ans et plus. Elles ont besoin d'être rénovées, d'être maintenues. Ça crée des gros coûts. Un des problèmes auxquels nous devons faire face, c'est que l'argent utilisé pour l'infrastructure routière provient essentiellement des taxes sur les carburants. Or, vous le savez, les automobiles consomment de moins en moins. Si vous suivez ce diagramme, en 1996, la consommation moyenne était de 8,9 litres. En 2012, de 6,2 litres, 30% de moins. Naturellement, ça veut dire 30% de moins d'entrée d'argent dans les taxes de l'infrastructure routière. C'est un problème qui va continuer à s'empirer. Plus on va en avant, moins on va consommer. Donc, plus le trou va se créer. Il faut qu'on trouve d'autres manières de financer ces routes. Et naturellement, le diagramme qui est là, que vous avez du reste dans votre dossier de presse, montre l'évolution du financement qui suit parallèlement la courbe de la consommation. L'initiative Vache à lait a pour but de rendre à la route l'impôt payé par les automobilistes. 9,1 millions de taxes sont payées, 7,6 millions viennent des impôts sur les huiles minérales, sur la vignette autoroutière, sur les impôts automobiles, 1,5 million sur la RPLP. Et vous voyez que sur ces 9,6 milliards, seulement 3,8 vont aux infrastructures routières. C'est ce que nous aimerions corriger
avec cette initiative. Les associations routières sont avec nous dans cette démarche. C'est une initiative qui a été mise en route par la Suisse, l'initiative Vachalet, qui revient au problème du Forta. Donc, il faut que les réseaux des routes nationales soient adaptés à la demande. C'est un fait. Il faut supprimer les goulets d'étranglement. Nous, on le connaît bien. Ceux qui roulent sur l'autoroute du Léman savent très bien que Morges devient insoutenable. Il faut faire quelque chose. C'est indispensable. Il n'y a pas que Morges. Zurich, c'est la même chose. Berne, c'est la même chose. Dans toutes les grandes villes, en fait. Le financement doit être assuré de manière claire et sûre, notamment par l'initiative Vachalet, le règle ce problème-là. Et les augmentations sont acceptables, les augmentations de prélèvement, pourquoi pas une taxe supplémentaire, pour autant qu'elles servent à construire des infrastructures routières et pas qu'elles aillent dans les caisses de la Confédération, comme ça a souvent été le cas jusqu'à maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Ah, pardon, j'ai cru que c'était... Voilà. Je vais parler brièvement du CO2. Vous savez que les constructeurs automobiles ont tous accepté l'objectif de réduction du CO2, 95 grammes pour 2020. C'est un objectif ambitieux, c'est le même objectif que l'Europe, et les constructeurs sont derrière cet objectif. Peut-être avec le recul, avec un peu de regret, parce que tout le monde se rend compte maintenant que ça va être quasiment inatteignable, très 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 difficile d'obtenir ce résultat sur le niveau européen. La responsabilité incombe donc aux constructeurs, c'est à nous de faire les efforts, mais il faut savoir que les produits seront fabriqués, les clients vont les acheter. C'est-à-dire qu'envisager une disposition seulement pour la Suisse n'a pas de sens, le marché est ouvert, donc les voitures qui seront produites pourront être achetées par les consommateurs, par les clients suisses. Donc il faut trouver un système qui soit réalisable et qui soit judicieux et qui puisse être appliqué et qui puisse être atteinte. J'ai fait un petit diagramme. Vous savez qu'en 2013, vous ne le savez peut-être pas, c'est la première année où nous avons payé des pénalités de CO2 en Suisse, 5 millions. Alors c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est un début. Et c'est les importateurs et les importateurs non officiels aussi qui ont payé ces 5 millions de pénalités. Naturellement, à la fin, c'est le consommateur qui paye. Comme pour tout, dans tous les domaines, cet argent va être répercuté sur les prix de vente. Nous avons fait des estimations pour 2020 où nous devrions atteindre 95 grammes pour la Suisse. C'est un objectif qui est absolument impossible à réaliser. Nous sommes actuellement 15 grammes en dessus de la moyenne européenne. Nous allons arriver en 2015 à peu près 15 grammes en dessus de l'objectif, c'est-à-dire à peu près 110 grammes. Si c'est le cas, l'automobile suisse va payer à peu près 1,5 milliard de pénalités sur le CO2 qui vont être répercutées sur les prix de vente. Ce n'est pas acceptable, d'autant plus que nos voisins allemands ne vont pas non plus atteindre cet objectif, mais eux ne vont pas payer d'amende parce qu'ils sont calculés dans la masse européenne. Ils profitent des pays à faible émission de CO2. Je saute ça. Donc les sanctions seront répercutées sur les prix des véhicules. Les importateurs devront probablement adapter leur gamme, c'est-à-dire éventuellement ne plus importer certains types de véhicules qui émettent trop de CO2, mais dans ce cas-là, les clients vont les acheter à l'étranger, s'ils sont offerts à l'étranger. Vous savez que c'est absolument aucun problème. Donc ce qui risque de se passer, c'est que l'importation de véhicules depuis l'étranger va augmenter avec des grandes pertes sur le niveau revenu fiscal pour la Confédération. Donc ce n'est pas la bonne solution si nous allons dans le système qui est proposé actuellement, c'est-à-dire si la Suisse fait bande à part, calculée pour elle-même. Nous aurons des pertes de la TVA, on va importer des véhicules d'occasion qui seront moins chers, donc la TVA va baisser. Ces véhicules qui seront importés, bien qu'ils ne remplissent pas les conditions CO2, ne vont pas payer des taxes, puisqu'ils auront été immatriculés à l'étranger la première fois. Ça va amener un changement dans la structure de distribution en Suisse. Les importateurs vont s'arranger pour gérer ce problème, donc créer peut-être des réseaux parallèles d'importation de véhicules d'occasion.
Mais surtout, à la fin, ça n'aura aucun impact sur la réduction du CO2, puisque les voitures vont quand même être importées en Suisse. Donc cette solution, ce n'est pas la bonne solution. Ce que nous aimerions, c'est que les sanctions soient calculées à l'échelle européenne. C'est-à-dire que la loi a été faite pour l'Europe. Nous aimerions que la Suisse soit intégrée dans le calcul avec les autres pays de l'Europe. Pour le calcul. Nous ne voulons pas rentrer dans la communauté européenne. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais qu'on calcule la loi comme elle a été prévue sur le niveau européen. Donc les fabricants adapteront leur gamme pour le niveau européen. Les ventes en Suisse qui gèrent ces émissions de CO2 seront contrôlées par les fabricants européens. Donc il n'y aura aucune perte au niveau de l'impôt sur les véhicules, puisqu'on va continuer à importer des véhicules neufs. Par contre, il y aura un impact positif sur la réduction du CO2. En fait, on va bénéficier en Suisse de la même réduction de CO2 que le niveau européen. C'est ce qui va de toute façon se passer. Et avec cette solution, on n'aura que des gagnants. Le client ne va pas payer ses voitures plus chères, ne va pas être pénalisé par rapport à ses collègues ou les habitants des autres pays européens. Et finalement, le niveau CO2 va baisser en Suisse de la même manière qu'il va l'être dans le niveau européen. Voilà, c'est les 3 grands chantiers dans lesquels nous sommes actuellement embarqués à moyen et long terme, qui peuvent avoir des grands impacts sur le trafic automobile, sur le marché automobile, sur le prix des voitures en Suisse, sur les émissions de CO2. C'est nos objectifs à moyen terme. À court terme, un autre problème est apparu, c'est le Gothard. Vous savez que la Confédération, le Parlement, veut un 2e tunnel, plus respectivement un tunnel de rénovation pour le Gothard. Et naturellement, nous sommes en faveur de cette initiative, surtout pour des raisons de sécurité. Je crois qu'on ne peut plus continuer à laisser les voitures circuler dans le même tube en roulant dans les 2 directions. Ce n'est pas raisonnable. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Le Gothard va passer en votation populaire en février de l'année prochaine, normalement. Et le but de notre intervention, c'est surtout pour les Suisses, allez voter, faites quelque chose. Le pire, c'est de ne rien dire et de rien laisser faire. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai mis le Gothard dans cette présentation d'aujourd'hui. Ça ne nous concerne peut-être pas directement, nous les Suisses romands, mais pensez-y que si nous supportons le Gothard, les Suisses allemands risquent aussi de supporter le contournement de Morges. Donc il faut regarder ça sur une vision suisse et pas sur une vision locale. Voilà pour la politique. C'est notre grosse préoccupation et c'est important que nous nous en occupions pour le bien de l'automobile et des automobilistes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lona. Merci à tous et à toutes pour vos interventions. Passez aux questions. Bonjour, Skadir de Media News. J'ai juste une petite remarque. Moi, je suis venu pour assister à une conférence de presse sur le salon international. Mais je ne suis pas contre la voiture suisse, mais on a pris beaucoup de temps pour parler de la voiture, des problèmes de la voiture en Suisse que de l'international, mais ce n'est pas important. Moi, j'aimerais poser une question à monsieur le président du salon, monsieur Terrantini. Est-ce que vous avez dit que l'abandon du taux plancher de la BNS, ce n'est pas un problème pour la voiture, c'est-à-dire la voiture suisse. Et puisque la Suisse n'est pas un producteur, bien au contraire, c'est un importateur. Donc, à la base, les concessionnaires suisses, ils ont gagné 20% en important des voitures. Donc, est-ce qu'ils vont répercuter 20% réellement sur leur marge? Est-ce qu'on va voir que la voiture en Suisse, elle va être vendue 20% moins cher? Est-ce que vous pensez ça? Merci. Je vous ai expliqué que s'agissant du Salon international de l'automobile, ce n'était pas un problème pour les exposants, puisque les exposants avaient payé leur prix de location du mètre carré bien avant l'annonce de l'abandon du taux plancher. S'agissant du prix par les importateurs, j'ai envie de passer la parole à François Lona, président d'AutoSuisse. Bon, tout d'abord, j'aimerais bien porter une précision. La grande majorité des importateurs suisses payent leur voiture en francs suisses et pas en euros. Donc pour eux, ça n'a absolument pas d'importance au niveau suisse. Donc ce qui s'est passé actuellement,
c'est que les importateurs sont allés rediscuter avec leurs usines pour renégocier des conditions d'achat. Et effectivement, les prix en Suisse ont baissé. La première marque qui a baissé l'a fait, je crois, 3 ou 4 jours après l'annonce, d'à peu près 15% leur prix en Suisse. Donc le client, maintenant, a des voitures 15% moins chères que c'était le cas au 1er janvier de cette année. Merci beaucoup pour la réponse. D'autres questions? N'hésitez pas. Je voulais savoir, vous avez parlé de 60%. Ah oui. Je voulais savoir, vous avez parlé de 60% de visiteurs suisses dans le salon. Je voudrais savoir la proportion de alémaniques, romans. La structure. Ouais, sur les 60%. On parlait de ça, des pourcentages. On a dit 60% d'étrangers. La structure des On a- visiteurs. Oui, la structure des visiteurs, on sait qu'on a environ 45% d'étrangers et, si je ne me trompe pas, 55% de visiteurs suisses. Hein. C'est-à-dire, plus ou moins, on s'approche des 50-50, c'est-à-dire 50% étrangers et 50% de Suisses. Combien de romans et alémaniques surtout? La proportion. Ah, oui. Ah bon? Il marquait. Quand on regarde la statistique, on a 59% des Suisses, c'est-à-dire on prend les Suisses, on a 32% sont des Romans, 19% des Suisses allemands, et puis un petit pourcent, c'est les Tessinois. Merci. Une autre question? Ça n'a pas l'air d'être... Monsieur le Président. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, et si vous avez le temps, bien sûr, vous êtes tous invités à un cocktail déjeunatoire là derrière, organisé par Palais Création, qui est donc l'antenne de catering de Palexpo, et qui organise ce petit buffet pour vous. Donc vous êtes les bienvenus et on se réjouit de vous rejoindre. Vous pourrez nous poser d'autres questions autour d'un verre peut-être. Merci en tout cas de votre attention et on se voit donc tous dès le 3 mars. Merci. Merci.